Salut Moulay, Salut Philippe, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir dans notre nouvelle émission Conversation avec Philippe Simon, Vas-y. dans laquelle j'aborde des thématiques diverses et variées Mhm. avec des entrepreneurs Mhm. pour pouvoir aller en profondeur dans des sujets Oui. qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir en général. Hmm. J'ai lu un article il y a quelques jours qui disait que Spotify Ah, était rentable pour la première fois de son histoire, l'histoire. après 20 ans. Oui. Et je me suis dit, il faut absolument faire une conversation dessus. Ouais. Parce que c'est quoi cette histoire? Une entreprise qui, pendant 20 ans, Et côté en bourse. travaille à perte, Un travail à perte. qui est cotée. Mhm. Et je me suis dit, l'une des meilleures personnes que je connaisse pour en parler, c'est toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, comme tu dis, c'est des sujets profonds, techniques, qui sont au final très importants parce que ça détermine tout ce qu'on utilise aujourd'hui en technologie sans comprendre quels sont les sous-jacents financiers et économiques derrière. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que comme moi, j'ai fait une startup, j'y connaissais rien non plus. Et donc aujourd'hui, j'ai levé à peu près plus de 13 millions de dollars avec autant des milliardaires comme Joe Tsai ou Anders Povsen que des fonds d'investissement américains et africains et autres. Donc, on va dire que ma position, je crois que je suis la deuxième plus grosse levée en Côte d'Ivoire, après les tontons de Djamou et l'une des plus grosses en Afrique de manière générale. En fait, tu découvres un monde, un mécanisme que personne ne t'explique. Et en fait, ce que tu vois sur Spotify, c'est juste le reflet de toute cette mécanique autour, qui est que pour la plupart des gens, une startup, ce n'est pas une PME technologique. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être la première chose qu'il faudrait nuancer tout de suite. Ouais. Beaucoup de gens pensent qu'une start-up, c'est une jeune entreprise. Oh. Ce qui fait que beaucoup de gens s'assimilent être des start-up. Ah, parce qu'ils alors commencent. qu'en fait, Ouais. oui, en tant que start-up, tu as le mot anglais. Ouais, c'est vrai que la traduction littérale c'est peut ça. coller. Et ils se disent, moi je suis une start-up, mais mec, Non. tu as une boulangerie. Alors, c'est clair que non. Je pense que des émissions comme Qui veut être mon associé commencent un peu à. Oui, à vulgariser pour ceux qui les suivent. Pour ceux qui suivent, mais ceux qui ne suivent pas, pour faire très simple, c'est pas parce que tu commences que tu es une start-up. Ouais. Tu es une start-up quand tu es en train de construire un business model innovant avec des modèles de distribution qui permettent une croissance exceptionnelle. Tout à fait. Alors, une croissance exceptionnelle, il faut que les gens comprennent. Donc il y a deux choses, hein. Innovant, croissance. Innovant et croissance, exactement. Ouais. En général, les gens innovants, ils pensent que c'est de la technologie. Tu as des startups qui n'ont pas de technologie. Tout à fait. Ça existe aussi. Le point, c'est. C'est un peu plus rare. C'est très rare. Oui. Pour faire la croissance. Pour la croissance sans technologie, c'est ça que j'ai pour la boulangerie. Tu vois. C'est ça. Mais attention. Mais tu peux avoir une start-up dans le domaine de la boulangerie. Exactement, ce serait possible. Quelqu'un qui, par exemple, je donne un exemple, fait demain de la formation aux boulangers ou leur donne 100 logiciels. En fait, tu peux faire dans une industrie. Les gens pensent qu'une industrie n'est que celui qui fait le produit. Alors que non, dans une industrie, tu as tous les niveaux. Tu as plein de niveaux, plein de parties de création de valeur. Donc, tu peux à l'absolu faire. Mais pour résumer, donc, une start-up, c'est ça. Je vais donner un chiffre qui est très clair pour les gens. Tu es une start-up quand tu réussis à faire au moins 20% de croissance composée par mois. 20% de croissance composée. En français facile, avec un exemple. Un exemple facile, ça veut dire qu'il faut que tous les mois, tu fasses 20% de plus que le mois précédent. Il n'y a pas de descente. Tu fais ça pas... veut dire que si un mois, prenons un exemple simple, le premier mois, tu as fait 1 million de chiffre d'affaires. Le mois d'après, tu dois faire 1 million 200. Le mois d'après, tu dois faire 20% de... Plus qu'un million 200. Je vais te donner un exemple exemple concret qui est le nôtre. Parce que les gens, au début, j'aime bien donner des exemples qui sont concrets. Parce que les gens vont dire, ouais, tu dis ça, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour dire ça? Qui es-tu? Qui es-tu pour raconter ces histoires-là? Je vais faire très simple. Nous, pendant 2 ans, on avait fait Africrea à l'époque. Oui. Et pendant 2 ans, on luttait. C'est-à-dire qu'on est passé de 0 à 3 000 € de transactions par mois. Donc, chaque type de startup a ses benchmarks en disant, tu fais une marketplace, c'est ton volume de transactions par mois. Tu fais un SaaS, c'est ton MRR, ton revenu mensuel. Tu fais une application grand public, c'est le nombre d'utilisateurs mensuels et quotidiens. Tout le monde a ses benchmarks. Pour faire simple, en gros, ce que tu es en train d'expliquer, parce que je vois déjà des trucs qui risquent de perdre les gens. Ah, bah non, vas-y. C'est super passionnant d'écouter cette conversation jusqu'au bout. Parce que vous allez apprendre énormément de choses sur l'importance même de l'investissement. Exactement. En fait, on va arriver à ça. Beaucoup de gens n'investissent pas du tout dans les entreprises parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Ah oui, exactement. C'est ça. À la fin, à la fin, c'est pour ça que... À la fin, c'est ça. C'est si tu n'investis pas dedans, si les gens ne vont pas en bourse, ainsi de suite, les marchés financiers, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent juste pas. Ils ne comprennent pas. Et je suis d'accord avec eux, tu ne mets pas ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Oui. Et surtout, ça reste quand même complexe parce que, alors, je pense que... En gros, ce que tu viens de dire, pour revenir à ça, parce que sinon je vais t'amener sur autre chose, c'est déjà dans l'univers des startups,
en fonction du type de startup que tu es. Parce que tu as dit ça, ça c'est quoi? Ça, c'est software as a subscription, c'est vrai. Là, tu viens de donner encore, ça ne veut rien dire ça. Ça veut rien dire, ok. C'est une solution logicielle que tu vends par abonnement. Voilà. Qui a du revenu récurrent. Donc, on te juge à la taille de ton revenu récurrent, qui est le MRR. Tout à fait. Excuse-moi. Tu vois, c'est super important. Non, mais c'est important que tu m'arrêtes, parce que j'avoue, moi, ça me... SaaS, donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que déjà, quand tu es dans l'univers des startups, en fonction du type de startup que tu es, la métrique par laquelle on va mesurer ta croissance est différente. Exactement. Ce n'est pas toujours le chiffre d'affaires. Exactement. Ça peut être, par exemple, pour une plateforme, le nombre d'abonnés que tu as. Exactement. Et ce n'est pas l'argent qu'on regarde, c'est combien d'abonnés tu engranges. Qui viennent tous les mois, tous les jours. Supplémentaires. Parce que beaucoup de gens vendent des abonnements et après, les gens ne viennent pas. Oui. Donc, je vais te donner un exemple. Spotify que tu as donné est techniquement une SaaS. Donc, ils vendent un logiciel par abonnement, mais leur industrie, c'est la musique et le divertissement. Tout à fait. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que d'un côté, tu as la croissance qui détermine si tu es une startup ou pas. Et après, tu as le sujet, une startup, effectivement, tu as raison, on met de l'argent dedans à cause de sa valorisation. Tout à fait. Donc, pour simplifier pour quelqu'un qui nous écoute et qui ne comprend rien, en fait, la plupart des sociétés, quand tu crées une société, c'est un véhicule économique. Tout à fait. Tu dis, je vais créer du revenu qui, à terme, va générer du profit que je vais reverser aux gens qui sont actionnaires et aux employés. Tout à fait. C'est comme ça que ça se joue. Bien souvent, la PME, tu es seul avec tes 2 potes. Voilà. Tu payes tes salariés, tu payes tes fournisseurs et après, avec tes 2 potes, vous vous gérez. Ouais. C'est ce qu'on appelle le dividende pour ceux qui sont vraiment poussés. La réalité, c'est qu'une startup ne fonctionne pas du tout comme ça. Parce que la PME est construite sur l'idée que tu ne la vends probablement jamais. Elle crée de la richesse tout au long de sa vie, sinon, il faut l'arrêter. D'ailleurs, plein de gens font des PME, ils ne savent même pas s'ils font de l'argent. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est vrai. C'est un autre débat. Donc, en fait, les mêmes règles d'ignorance qu'il peut y avoir en PME sont applicables en startup. Parce qu'en startup, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi on veut de la croissance. Pourquoi on dit, là, le fameux truc que je viens de dire, 20% par mois. Parce que, pour conclure sur nous, quand nous, on a commencé, on a fait 2 ans où on avait fait on faisait du, je crois, 30% par an, en se tapant, on était à mi-temps. Personne ne voulait nous financer, on ne comprenait pas pourquoi. À l'époque, même toi, tu ne comprenais pas pourquoi. Non, parce que je ne connaissais pas les règles du jeu. Ouais. C'est ça. En fait, pour simplifier... Et pourtant, quand tu disais j'ai fait 30%, c'est pas dégueulasse. Pour un néophyte, il t'aurait dit mais tu as fait 30% de plus. 30% chaque année. À un moment, on est passé de 0, on était à 5 000 € de transaction par mois. Ça a l'air pas mal. 3 millions de CFA, tu te dis c'est pas dégueulasse. Son truc, il y a quelque chose. C'est nul. Non, on va résumer, c'était nul. Enfin, et c'est triste, hein, et je suis obligé de créditer des gens comme Oussama qui m'ont appris ça quand j'étais dans mes familles. C'est eux qui m'ont appris ces choses-là. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais rien. Et ma chance à moi, en plus, c'est que je parle très bien anglais. J'ai pu après aller regarder les formations de Y Combinator. Donc là, ce que je transmets, tout ça, c'est des choses qui sont connues pour tous les anglophones. C'est juste nous, francophones, personne n'en parle. C'est vrai. Donc pour résumer, la croissance après, donc ça on a fait longtemps et on n'avait pas à lever. Quand on a eu la bonne équipe et qu'on a compris le modèle de startup, donc quand notre CTO Luc nous a rejoint, en 2016, dis-toi que on a commencé en mars 2016, on avait 5 000 € de transactions. On s'était dit il faut qu'on fasse 10 000 € de transactions, minimum par mois. C'est ça qui prouve que tu as une startup qui passe dans ceux qui font des marketplaces. Tu fais moins de 10 000 € de transactions par mois, c'est pas la peine ton truc. Personne ne regarde. Ensuite, il faut faire les 20%. Donc nous, les 20%, ça veut dire... Ensuite, il faut faire les 20%. Donc nous... On est parti de 5 000 € pour que les gens comprennent. En juin 2016, on était déjà à 10 000, donc on a fait x2 en volume en 3 mois. En septembre, on était à 60 000. Et en décembre, on avait atteint les 80 000, 80-90 000. Donc, tu pars de mars à décembre, tu fais 590 000. Donc, les gens comprennent qu'on a fait x18. C'est ça une startup. Et là, j'ai pu lever des fonds, j'ai pu nanana. Et c'est pareil après. À chaque fois que tu vois quelqu'un lever des fonds, la question qu'il faut lui demander, tu as fait quelle croissance pour lever? Mais ça, personne ne leur demande parce qu'en vrai, la réalité... C'est vrai, parce qu'en fait, c'est ça. Très bon point. La plupart des startups qui viennent pour lever des fonds jouent sur l'ignorance. Soit parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Soit parce qu'ils savent que les gens qui sont en face ne savent rien du tout. Exactement. Et ils viennent juste leur dire, ils viennent leur donner marché. des prévisions. Voilà. Le marché. Le marché a fait ci, il y a tel besoin, il y a telle croissance. On s'en fout. On s'en fout. Franchement, parce que ton marché va changer. Autre chose qui est vrai, ton marché va probablement changer, ton modèle va changer. C'est une start-up. Tout change. Si tu pars du principe que, même si ta modélisation repose sur le marché, quelqu'un qui t'accepterait pour ça, ça peut être un angel, quelqu'un qui t'apprécie, qui veut te soutenir. Mais un investisseur professionnel ne mettra jamais de l'argent sur une start-up qui fait moins de croissance que ce que je viens de décrire, 20% par mois. Et je m'explique pourquoi. Il faut comprendre sa logique à lui. Et là, maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un investisseur. Quand tu mets de l'argent sur Spotify en bourse, ou quand tu mets de l'argent sur Anka, la start-up du quartier, là, la logique que tu as normalement, si tu as compris le jeu, alors c'est un peu dur parce que Shamad Palapatia, qui est l'un des gars qui était chez Facebook, qui a créé
le feed a donné un très bel exemple. Il dit c'est un Ponzi scheme entre investisseurs. Oui. Je pense que c'est pas vrai. Je trouve Pas que c'est exagéré. C'est exagéré. C'est exagéré. Mais en fait, c'est un modèle de transaction entre investisseurs. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ce qui fait que Spotify a levé de l'argent, ce qui fait que Spotify a fonctionné aussi bien, c'est qu'à chaque niveau de croissance, tu as des investisseurs différents, avec des retours différents, qui vont venir payer et donc racheter les parts. Avant d'expliquer ça, parce que je propose qu'on explique comment une startup se finance. Ah, de la base, du pré-seed, du love money, business angel, de seed, des pré-seed, seed. Rapidement, avec que les gens comprennent bien. Parce que quand on commence à dire que les investisseurs, parce qu'il faut bien qu'on comprenne pourquoi ils font ça. Investisseurs, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Pourquoi ils font ça. Non, c'est très dur ce qu'ils font, hein, franchement. Donc quand tu commences, la base, c'est tu finances toi-même. Oui. Faut qu'on soit clair. Tu finances toi-même. Tu génères suffisamment de traction ou de crédibilité, c'est l'un ou l'autre, pour que des personnes qu'on appelle des business angels ou… Bon, quand tu en dis tu finances toi-même, ça peut être du love money aussi, ça peut être ta famille. Le love money… En tout cas, c'est toi et ton réseau personnel qui… Au départ, ça se joue sur ta crédibilité, de manière générale. Le premier niveau de 0 à ce qu'on appelle… En général, le seed, c'est de 0 à 1, on appelle ça. Donc, 0 à 1 million de chiffre d'affaires si tu as une SaaS, de 0 à 1 million de volume si tu es une marketplace, de 0 à 1. Là, c'est les gens autour de toi ou les réseaux que tu as qui connaissent ta crédibilité. C'est pour ça que, par exemple, tu vas avoir des gens qui vont me dire « Mais comment ça se fait qu'un gars, il a une startup, il a juste l'idée, il lève 5 millions ?» Pour deux raisons. Un, tu n'as pas son réseau. Les gens qui sont autour de lui, ça se trouve, ils ont beaucoup plus d'argent que nous tous réunis. Tout ton réseau, ta famille. Voilà. Ça, c'est la première grosse diff parce que du coup, ce n'est pas le même rapport à l'argent. Ils ont juste plus de capital disponible. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, tu n'as pas sa crédibilité. Lui, ça se trouve, il a déjà été chez Meta. Ça se trouve, il a déjà fait une boîte qu'il a vendue. Moi, j'ai un ami qui a commencé à entreprendre en même temps que moi en 2016, Dorian Sierravella. On a fait un épisode de SOA avec lui. Pour ceux qui veulent le rencontrer, il en a fait un épisode. Lui, on a fait la boîte en même temps, mais il a vendu sa boîte déjà maintenant. Lui, sa nouvelle boîte, sur un PowerPoint, il a levé 2 millions d'euros. Parce qu'il en a déjà vendu une à plus de 20 millions d'euros. Donc, une fois que tu as déjà retourné de l'argent, c'est normal qu'un investisseur te donne de l'argent sans que tu aies rien fait. Parce qu'il sait que tu sais de quoi il s'agit. Quel que soit ton niveau d'intelligence, de bagou ou même de motivation, ou quelle que soit ton idée, pour simplifier, si tu n'as pas la crédibilité, on ne te donne pas d'argent. Parce que eux, leur métier, c'est de prendre l'argent d'autres personnes, et des fois le leur, pour les tout petits, ou d'autres personnes, d'autres le mettre, et que derrière, tu fasses suffisamment de croissance pour que quelqu'un d'autre veuille racheter leur part. Alors, c'est ça le game, justement. C'est ça le game. Le game, en réalité, c'est la grosse différence, pour faire simple, entre la PME et la start-up, c'est que la PME, quand tu la construis, c'est pour toi, et à la limite, tu vas la transférer à tes enfants. Exactement. Et je pense qu'en Afrique, on a 99% des boîtes qui sont des PME. Exactement. Parce que c'est partout pareil, même partout d'ailleurs, parce que les PME, c'est la règle. Quand on crée une entreprise, on ne pense pas à la vendre. Exactement. C'est normalement. Alors que la start-up, et c'est toute la différence, on crée une start-up avec l'idée qu'on va la vendre. Mais quand je dis l'idée qu'on va la vendre, c'est qu'on va vendre des parts. Exactement. Oui, mais c'est normal. En fait, c'est comme je dis. Et le game, c'est… Enfin, pour faire simple, parce que je voulais que tu racontes un peu le mécanisme de financement des amis aux investisseurs professionnels pour comprendre pourquoi est-ce que, en réalité, un investisseur va venir racheter en attendant de revendre. Revendre, oui. Parce qu'en fait, on va faire très simple. L'entrepreneuriat, si on considère que c'est un sport, les entreprises normales, les PME, etc., c'est une discipline différente des startups. Pour vraiment simplifier. De la même manière qu'en athlétisme, tu as le 100 mètres ou le marathon, tu as le course haie ou, je ne sais pas moi, un autre truc, ce n'est pas les mêmes athlètes. Ce n'est pas le même game. Les règles ne sont pas les mêmes. Donc, les règles du jeu d'une startup, c'est tu fais suffisamment de croissance pour qu'on t'autorise et on t'encourage même à ne pas faire de profit. Tu dois croître suffisamment pour avoir une taille de marché tellement importante par ton innovation qu'on trouvera après demain, d'autres personnes vont trouver comment générer de l'argent. C'est ce qu'ont fait toutes les startups que vous connaissez, Meta, Spotify. Quand ils ont commencé, ils ne faisaient pas d'argent et personne ne leur en demandait. Mais parce que la croissance qu'ils avaient est incroyable. J'aime bien souvent rappeler aux gens, même Meta que vous voyez au Spotify, ces gens-là, nous, ce qu'on a fait, c'était petit. Pour donner un ordre d'idée, une startup normalement, et là on va aller jusqu'au bout de l'exercice, une startup, le jour où tu commences une startup et que tu dis que tu veux lever de l'argent, ta promesse indirecte aux investisseurs, c'est que tu vas leur rendre tes volumes, ou en tout cas ton revenu, va être 10 fois ce qu'eux ils ont mis dans les 3 ans.
C'est ça la promesse qu'on fait tous. Tout à fait. Quand moi j'ai levé 11 millions, j'ai promis que ce que je fais va valoir 100 millions dans 3 ans. C'est ça la promesse. Et pourquoi? Parce que eux, leur métier, il faut comprendre, c'est des gens, la plupart des startups meurent. Pour faire très simple, 2 tiers des startups meurent, sans ramener rien. Zéro, walou. Perdu. Complètement. Dans le tiers, là... Perdu pour les derniers au moment où ça coule. Pour ça coule, mais, mais le point, c'est que même si tu es le dernier... D'où la notion de Ponzi dont l'autre parlait. Mais oui, parce qu'il faut sortir avant. Je te refile ça. Voilà, il faut sortir avant. Mais c'est pour ça que les gens disent ça. Mais la réalité, c'est que bon, les startups échouent un peu plus que les autres boîtes. Si tu regardes les boîtes normales, je pense qu'on est autour de 60%. Sur top, c'est 70%. Donc, ce n'est pas si différent. Mais les 10% de différence, la grosse diff, c'est que la plupart des boîtes, pendant 60%, on va dire, le capital qui est brûlé est celui de celui qui fait. C'est pour ça que c'est moins violent. C'est celui qui fait, qui brûle son argent. Tout à fait. Ou les gens tout proches de lui. À la fin, si ça meurt, il ne se prend qu'à lui-même. Le problème des startups, c'est qu'entre-temps, c'est l'argent d'autrui qui a été pris. Tout à fait. C'est là où il y a une grosse diff. Donc, ce que je dis souvent aux gens, il faut faire très attention. Normalement, la promesse pour faire ce que tu dis, ce que j'ai dit là en x10, c'est qu'en tant que startup, quand on prend de l'argent, à partir du moment où tu fais les 1 million, donc j'ai repris de 0 à 1, c'est juste que tu prouves que ton truc a de l'attraction, que ça marche. Quand tu as fait 1, donc on reprend juste les millions d'euros pour être très clair pour tout le monde, tu as le sujet de ce qu'on appelle le T2D3. Donc, c'est triple, triple, double, double, double. En fait, ta promesse, c'est que sur les 5 prochaines années, tu vas faire tripler la première année, tripler la deuxième année, doubler la troisième année, doubler la quatrième et doubler encore la 5. Ouais. Tu sais, si tu fais le calcul, les gens ne se rendent pas compte, mais intellectuellement, ça veut dire que tu passes de 1 million la première, 3 millions d'euros à la fin de la première année, après avoir pris l'argent des gens. Ouais. Ensuite, il faut que tu arrives à 9 millions d'euros la deuxième année. Oui. 18. 18 la troisième. 36. 36 la quatrième. 64. 64 la cinquième. Donc, tu dois passer de 1 à 64 millions en 5 ans. Et c'est ça qu'on promet. Hein. Oui. Toute personne que tu vois lever de l'argent, il le sait ou il ne le sait pas, mais c'est ce qu'il promet. C'est ça que tu promets. Ouais. Et c'est ce que Facebook a fait 4 fois ça. Leur première, ils ont fait ça en 3 ans. Amazon l'a fait en 2. Enfin, il faut que les gens comprennent de quoi on parle, en fait. C'est pour ça que... Wow. Ouais. Et attention, on ne va même pas aller loin. Wave, ici, a fait ça. En fait, c'est ce que les gens doivent comprendre. Quand ils voient une start-up lever de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils sont super bons vendeurs. C'est parce qu'ils ont une super idée. C'est qu'ils ont fait des croissances qui défient l'imagination. Complètement. Et c'est pour ça que les gens ont un espèce de culte pour les start-upers, parce qu'effectivement, si tu y arrives, tu crées quelque chose qui est incroyable. Mais la plupart n'y arrivent pas. Et surtout sur la durée, c'est ça la difficulté. Tu peux le faire. Nous, on l'a fait les 1, 2, 3 années. Mais continue à le faire, mon ami. Toi, je pense que tu es bien placé pour savoir. Passer de 1 à 3, c'est déjà bien. Mais de 3 à 9, mon ami, c'est plus le même sport. Et c'est là où c'est flippant. Et c'est pour ça d'ailleurs que, parce qu'on va en parler, c'est pour ça que les startups brûlent beaucoup d'argent dans les recrutements. Exactement. Parce qu'en fait, les gens qu'il faut passer de 1 à 3 ne sont pas les mêmes. Ce pas les mêmes qui pourront passer de 3 à 9. On change. On change. Quand tu es en D2 et que tu passes en D1, tu changes. En foot, tu changes. Ben oui. Tu recrutes un nouvel entraîneur, d'autres joueurs. C'est plus le même niveau, mon gars. Mais tu gardes quelques-uns de tes gars de D2, mais tu renouvelles. Et c'est pour ça que les start-upers, souvent, les gens ne comprennent pas quand on dit « Ah, on change souvent les équipes, on change souvent même les fondateurs ». C'est ça que très peu de fondateurs de start-up restent jusqu'à la fin. Spotify, Daniel Ek, c'est extrêmement rare. Ouais. Même Google, Larry Page, on l'a sorti, on a mis Eric Schmidt, parce qu'on lui a dit « Frère, tu es très fort pour la technologie, mais notre sujet là, je crois qu'ils l'ont sorti quand il était déjà à 30, 40, 50 millions, ils voulaient arriver au milliard de chiffre d'affaires. On a fait ça. On a sorti tôt quand même. Hein. Oui, mais par rapport au milliard. 50 millions. Non, mais 50 millions. Le gars a déjà fait 50 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu veux lui dire déjà? Il est déjà... Un truc qu'il faut que je rappelle. C'est très bien ça de rappeler ça. C'est-à-dire que, en fait, quand tu crées une start-up, et ça c'est la différence avec la PME. Oui. Quand tu crées une start-up, tu dois être conscient du fait que ce qui est important, c'est le développement de la boîte. Pas que tu restes à la tête de la boîte. Mais oui. Et on a eu ça. Je crois que c'était pas Uber ou je ne sais pas quelle autre boîte. Oui, c'est Uber. Travis, on l'a sorti. On l'a sorti. Mais un très bel exemple d'une boîte qui est devenue profitable maintenant aussi. Oui, Uber. Donc tout le temps, Travis Kalanick était là, Uber n'est pas profitable. Jusqu'à il y a 2 ans, il ne l'était pas. Ils ont mis un nouveau CEO, qui est le gars qui a mis Expedia profitable. Ce gars est venu, il t'a smoufé le truc. En 5 ans, maintenant, c'est profitable.
Mais ce n'est pas le même métier. En fait, le plus dur avec les startups, c'est qu'en fait, la croissance, normalement, les boîtes, la croissance fait que tu peux évoluer. Et parfois, c'est nécessaire. Parce que quand tu dis, par exemple, tu vois, supposons que moi, avec Investi au pays maintenant, on monte, on arrive à un stade où on a par exemple 500 collaborateurs. Exactement. Moi, on a un chiffre d'affaires qui permet quand même de tenir, tu vois. Et les investisseurs se rendent compte que, mais on ne va jamais y arriver à cette taille-là. C'est préférable de prendre quelqu'un comme Moulay pour remplacer Philippe parce que Moulay n'aura pas d'état d'âme à dire bon, toi, Joël, au revoir. Au revoir, c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Alors que Philippe ne pourra pas le faire. Parce que là, je suis avec lui depuis 10 ans, je connais sa femme, je connais ses enfants. Et puis même, un autre truc que les CEO ont à un certain niveau qu'il faut accepter, que moi je me rends compte, ce qu'on me demande maintenant, par exemple, on me juge plus ma capacité à recruter des talents et à gérer des gens qu'à faire. Je ne fais quasiment plus rien. Ça me fait très mal, par exemple. Je peux quasiment plus parler à mes clients parce qu'en vrai, même pour résoudre leurs problèmes, je ne sais plus faire. La boîte a tellement changé que mes équipes savent faire mieux que moi. Et c'est limite ce qu'on me demande. C'est ton rôle. C'est mon rôle. Et c'est ce qui est très dur dans une startup, c'est qu'en plus, non seulement c'est des règles du jeu qui sont très différentes, mais en plus, la discipline change à chaque niveau. Le type d'entrepreneur que tu dois être change à chaque niveau. Qui tu dois être change à chaque niveau. Parce que la boîte n'est plus la même. Les sujets ne sont plus les mêmes. Et le plus dur pour beaucoup d'entrepreneurs, et c'est compliqué à accepter, c'est que nous, on a une espèce de dichotomie permanente, les start-upers, où il y a Moulay l'actionnaire et Moulay le CEO. L'actionnaire Moulay, il veut que Moulay le CEO soit inutile un jour. Il veut le virer, concrètement. Mon job, c'est de faire en sorte, en tant qu'actionnaire, que je n'ai plus besoin d'être dans la boîte. La vérité, c'est que les PME devraient réfléchir pareil, arriver à un certain niveau. Si tu réfléchis, tu devrais te dire, je ne devrais plus être celui qui gère la boîte. Tout à fait. La différence avec une startup, c'est qu'une PME, tu peux faire ça en 10 ans, 20 ans. Une startup, tu dois le faire dans les 5 premières années. C'est là où c'est très violent. Et c'est aussi pour ça que les startupers sont payés différemment. C'est pour ça qu'on les paye différemment. Oui, les startupers sont beaucoup mieux payés. Je pense que c'est ça que tu voulais aussi aborder, qui est un sujet important dont personne ne parle. C'est que la raison pour laquelle une startup, tu peux être mieux payé, c'est parce que ton risque est plus élevé. Tu peux, au bout de 2 ans, te faire jarter. C'est pareil pour un employé de startup. Les employés de startup qui aiment se la raconter en disant « je suis super payé », je leur dis toujours « j'espère que tu mets de côté ». Parce que la réalité… non, mais c'est vrai. La réalité, c'est que le modèle tel qu'il est conçu, à part si tu progresses dans la boîte, ce qui est aussi possible, mais ce n'est pas comme une boîte normale, et même pas une PME, où les temps de décision sont beaucoup plus longs, parce que c'est beaucoup plus stable. Une startup, c'est par définition l'instabilité, le chaos. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, ne fais pas ça. Et effectivement, après, le sujet qui fait que beaucoup de gens aussi ont du mal à comprendre, et je vais juste insister là-dessus sur un dernier élément, je viens de dire que les règles du jeu changeaient à chaque taille. Il y a un autre aspect qui change les règles du jeu, qui est l'environnement macroéconomique et financier. Les règles du jeu en 2020, de 2020 à 2022, dans l'environnement macroéconomique et financier, étaient taux d'intérêt bas. Donc ça veut dire que pour un investisseur lambda qui a beaucoup d'argent, il a très peu de retours quand il place son argent dans des comptes épargne, dans des placements classiques. S'il veut des bons retours, il doit aller faire des startups, des trucs un peu risqués. Et soudainement, du coup, il y avait plein d'argent dans les startups. Et c'est pour ça que tu avais des startups qui levaient des montants incroyables en 2020 et 2022. Parce qu'en fait, les investisseurs n'avaient pas d'autres assets où mettre leur argent. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Tous les États ont dit, bon, ça commence à faire un peu d'inflation, hein. On va se calmer, on va remonter les taux d'intérêt. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'avant, on pouvait avoir des taux d'intérêt à 2%, 1% dans les pays américains, européens. Maintenant, c'est du 5-6% sur des trucs sans risque. Une start-up, il faut que tu te rendes compte, comme je t'ai dit, même quand nous on fait du 100%, etc., même si on fait du T2, D3, en termes de retour pour un investisseur sur la valeur de la part, tu vas faire au maximum, si tu comptes aussi toutes les pertes, parce que là, les deux tiers meurent, si les 2 tiers meurent et que la seule qui survit à elle toute seule fait du T2, D3, ça veut dire qu'elle, en retour, elle va générer peut-être 500%, 5000%. Mais il faut rembourser toutes les autres qui sont mortes. Donc tu divises par 10 au minimum, voire par 100. Donc en fait, les retours des startups en tant que placement financier, parce que c'est ce qu'on est, hein. Moi, ce que je dis souvent aux gens, quand tu crées une entreprise, tu crées un véhicule économique. Où le véhicule est alimenté par ton énergie au début et ton argent, et le but, c'est qu'un jour, ça te crache de l'énergie et de l'argent pour toi ou pour d'autres personnes. Mais la startup, c'est le seul modèle où les gens continuent à mettre en comptant sur le fait que là où le véhicule va, là, il y a quelqu'un devant qui, lui, va vouloir acheter le véhicule. C'est ça. Sauf que l'environnement change. Et la personne qui va acheter devant, elle peut te dire « Non, mais en fait, ça va, j'ai d'autres véhicules plus safe, parce que c'est ça le débat, bien sûr, et qui me rapportent autant. » Donc c'est pour ça que là, récemment, maintenant, tu vas voir, depuis 2022, soudainement, toutes les startups technologiques ont commencé à être accentuées sur la profitabilité. Parce que depuis 2022, on leur dit « Prouve que tu es stable. »
C'est ce qui arrive à Spotify. Ce que tu vois Spotify devenir profitable, c'est la question qu'on a posée à exemple typique, Meta a toujours été profitable, cette boîte. Toujours, depuis le début, ils ont jamais perdu de l'argent. Mais quand ils étaient en mode, en 2020, ils ont fait de l'AI à gogo. Tu voyais toutes sortes de trucs apparaître. Ils mettaient, je crois qu'ils avaient mis des centaines de milliards dans l'AI. Donc, ils perdaient de l'argent à gogo. 2022 est arrivé, ils ont cuté. La semaine dernière, Meta vient d'annoncer qu'ils virent toutes les personnes des 10 ou 20% les moins performantes chez eux. Alors qu'ils sont profitables. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'il faut qu'ils montrent qu'ils peuvent en générer encore plus. Et parce que l'environnement, maintenant, est devenu le combat qu'ils ont. Meta, la question que les gens se posent, pourquoi je mettrais mon argent dans l'action de Meta plutôt que dans l'action d'Apple? Pourquoi je mettrais dans l'action de Meta plutôt que dans un placement à terme, dans une obligation d'un État qui me donne quasiment 5% aussi? En fait, pour vulgariser encore ça de manière un peu plus basique, c'est l'investisseur dans la start-up, c'est le mec qui entre à un moment donné de la boîte, exactement, achète l'action à un prix, exactement, en espérant que, c'est de l'espoir, parce que sur la base de données. Hein, oui, sur la base de la croissance. En général, c'est la croissance. La croissance, il se dit, bon, l'entreprise n'a pas fini de croître, elle va continuer de croître, et le prochain jalon, la valorisation va être beaucoup plus importante. Donc, du coup, le risque de payer l'action à, je ne sais pas, moi, $100, $50, et en espérant que ça va être fois, toi, tu promets, c'est fois 10 sur 3 ans. Oui, c'est ça, mais par exemple, nous... Mais en gros, il peut... Si tu prends nous, c'est ce qu'on a fait. Je pense que notre valo a été multiplié par 10 en 3 ans. Ok. C'est ça la mission. Donc les gens, moi je donne des exemples, j'ai des employés et des amis qui ont investi avec moi au début, ils ont déjà fait x10 sur leur argent, ils ont récupéré leur argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que plusieurs startups qu'on connaît, en fait c'est ça le game sur lequel je voulais qu'on s'appesantisse aussi, pourquoi à la limite c'est même pas intéressant, ce n'était pas, parce que la conjonction a changé, mais pourquoi ce n'était même pas intéressant pour une startup d'être rentable? Pourquoi? Oui. Explique-moi un peu ça. Mais parce qu'en fait, la rentabilité... Quelle est cette boîte qu'on fait en se disant, vous savez quoi, ça ne nous intéresse pas d'être rentable? Ouais, non, c'est pas intéressant, mais parce qu'en fait, si tu réfléchis comme un placement financier, tu aurais de créer un véhicule économique pour quelqu'un doit investir. Si tu voulais être rentable, il faudrait que tu sois rentable au niveau d'autres boîtes rentables. Genre, il faut que je sois plus rentable qu'Orange. À mon niveau petit, c'est pas possible. En fait, quelle est l'assiette que tu peux créer? Ça n'a pas d'intérêt pour quelqu'un de dire je veux créer une boîte rentable si tu veux convaincre des gens d'investir alors qu'eux, ils ont déjà des alternatives. En fait, ce que les gens oublient, c'est qu'on est dans un monde compétitif. Tu n'es pas le seul à créer des boîtes, tu n'es pas le seul à proposer aux gens d'investir. C'est vrai. Un investisseur, c'est comme une très belle femme dans une boîte de nuit. Tout le monde veut venir lui parler, il n'y a pas de problème. Il a des alternatives. La question, c'est quand tu regardes les alternatives donc, de véhicules économiques, qu'est-ce que toi tu offres? Tu ne peux pas offrir la rentabilité. Il y a trop de grands groupes qui sont hyper profitables dans ce monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas non plus promettre, ce que les gens essaient de faire des fois, ça me fait rire, ils vendent l'innovation comme telle, en disant on va créer un outil jamais conçu, nanana. L'innovation, ça ne rapporte pas d'argent en tant que tel. L'IP n'est pas monétisé en tant que tel. Il faut qu'il y ait des clients derrière qui achètent. Donc ça met un risque d'exécution différent. Par contre, la réalité, c'est que tu peux vendre de la croissance. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, à ta petite taille, est plus facile à faire. Maintenant, le problème va être que ta croissance va être impressionnante. Et c'est là où les gens ne comprennent pas que les benchmarks de croissance sont déjà très élevés. Et c'est pour ça que quand tu fais une startup, tu ne peux pas faire de la rentabilité parce que chaque euro que tu mets de côté là, pour tes investisseurs, ce n'est pas... Je vais te donner un truc très concret. La première fois où j'ai été profitable, 2019, je rentre comme conseiller d'administration heureux, en disant « Ouais, ça y est, on est enfin libre, notre boîte est stable. » Mes investisseurs m'ont regardé en disant « Moulay, je pense que tu n'as pas compris ce que tu fais. » Et c'était violent. Tu n'as pas compris le game dans lequel tu es. Non, et ils m'ont dit à raison, l'un de mes investisseurs qui m'a dit ça, et mon premier investisseur qui m'a mis de l'argent au tout début, Hervé Cuvillier, qui je remercie à jamais, qui m'a dit « Moulay, on n'a pas mis de l'argent dans une PME de bon père de famille. Il faut que tu arrêtes de me gérer cette boîte comme un bon père de famille. » Je dis, mais comment ça? Je dis, mais en fait, à un moment, on fait une boîte pour être rentable. Et parce que je voyais bien que c'était dur même pour nous de lever. Et même pour lui. Il m'a dit, Moulay, même toi, là. Il m'a dit un truc simple. Il m'a dit, même toi, Moulay, ta boîte est rentable aujourd'hui. Mais tu es rentable de combien? Peut-être, tu vas faire 10 000 euros par an. C'est vrai. 20 000 euros par an. Il dit, tu vas faire quoi avec ça? Il dit, je vais te donner, même si on se partage ça entre nous, on va faire quoi avec ça? Il m'a dit, vu tout ce que tu as subi pendant les 3 années, tu vas faire quoi avec ça? Et il m'a rappelé, il m'a dit, ce qui fait que tu peux avoir demain une valo x10 et donc retirer beaucoup plus de cash, c'est de la croissance. Donc, ramène-nous de la croissance.
arrête de valorise l'entreprise, en fait. Valorise. En fait, le but, c'est valoriser. Oui, et c'est la valo. Et la valo, donc, ce qui a un focus totalement différent de la PME. Rien à voir. La rentabilité. C'est la rentabilité. Parce qu'encore une fois, la PME peut nourrir les gens qui sont dedans. Leurs ambitions sont souvent alignées avec ça. Tu le fais pour pouvoir faire ce que tu aimes, ce que tu veux sur une longue durée. Les gens qui ont investi dans une start-up ne viennent pas pour la longue durée parce qu'un dernier point qu'il faut rappeler, ils prennent de l'argent souvent d'autrui qui leur fait confiance. Comme j'ai dit, des institutionnels, des gens riches, des retraites. Il y a des retraites, beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Les retraites américaines sont dans des startups. Tout à fait. Donc là, non, mais il faut que les gens se rendent compte. Et c'est parmi les plus gros, les plus gros fonds. Les plus gros fonds. C'est eux qui sont les LPs, donc Limited Partners, des fonds d'investissement. Donc ces fonds d'investissement, ils ont une pression de malade. Ils savent qu'ils doivent choisir 10 boîtes. Tu prends les retraites de l'armée américaine. Exactement. Mon ami, si tu perds ça. Non, pire, si tu viens leur dire, eux, tu leur promets, en général, ils promettent tous au moins de dire, je vais faire du 8 à 10% par an. Mais 8 à 10% par an, mon ami, c'est très dur à faire sur 5 ans. Parce qu'après, en plus, oui, ils ont 5 ans pour rendre les fonds. Eux, ils donnent l'argent, ce n'est pas éternel. Peut-être 10 ans si c'est des fonds qui ont beaucoup d'expérience. Mais même 10 ans. Leur problème, c'est qu'un autre sujet dont on ne parle jamais dans le business, et je trouve qu'il est très important, c'est la liquidité. La valo, là, c'est mignon. Mais il faut quelqu'un qui veuille à un moment payer la valo en question. En admettant même que dans les 10 boîtes qu'ils aient mis, les 10, c'est jamais arrivé, mais bon, 5 fassent le T23A et leur valo multiplié par 10. La valo est belle. C'est bon, on a fait le retour. Maintenant, il faut que quelqu'un paye cette valo. Parce que moi, mes investisseurs, je ne vais pas leur donner les parts. Ils s'en foutent. Ils veulent le cash. Donc là, c'est là où tu rentres dans les questions de liquidité, où les gens vont te dire, mais moi, j'ai de l'argent, mais mon argent, je le place là. Qu'est-ce que tu m'offres de mieux que ça? Et tu rentres dans le même cycle de la valorisation, pour simplifier pour les gens en général, parce que je n'en ai pas expliqué c'est quoi, c'est la valeur de ta boîte. Dans les 3/4 des boîtes, c'est des multiples de profit. Oui. Normalement. Oui. Les gens ont tendance à oublier ça. Ce n'est pas des multiples de chiffre d'affaires, c'est des multiples de profit. Donc si ta boîte n'a pas de profit, elle ne vaut rien. Pour simplifier pour beaucoup qui nous écoutent, j'espère que ça ne va pas traumatiser quelqu'un, mais c'est chiant. Ensuite, quand tu es une startup, tu peux t'en tirer avec des valorisations de revenus. Parce qu'on va se dire, dans ce revenu-là, il y a peut-être d'autres grands groupes ou d'autres boîtes profitables qui en ont besoin. Et c'est ça la logique, c'est de se dire, cette boîte, son revenu augmente assez pour que quelqu'un qui ait du profit vienne l'acheter. C'est ça la logique. Il met le paquet sur la table. Voilà. Et Spotify, c'est ce qui s'est passé. Sauf que Spotify a dépassé les espérances. Pourquoi ils ont été 20 ans? Parce qu'on n'a pas répondu à la question. Pourquoi ils ont fait 20 ans sans être profitables? Parce que Spotify, il faut que tu sois conscient, ils font plus de chiffre d'affaires que Paramount et Disney réunis. Ah ouais? Les gens l'oublient, mais en fait, à un moment, ils sont plus profitables. Paramount et Disney, l'année dernière, ils ont perdu de l'argent encore, pendant que Spotify en gagnait. Non, ça c'est Netflix qui est comparable à eux. C'est Netflix qui fait plus d'argent qu'eux. Paramount et Disney, c'est Netflix. Spotify, leur comparable, si tu devais réfléchir, c'est quel autre SaaS fait ça? C'est peut-être les labels de musique. Mais les labels de musique ne font pas autant d'argent que Spotify. Oui, il n'y a pas match. Et c'est tout le débat, en fait, du coup, qu'il faut que les gens réalisent. C'est que, comme je disais, tu as d'abord, d'une part, en tant qu'entreprise, ta croissance, ta capacité à exécuter. Après, tu as le marché dans lequel tu es. Donc, de dire, est-ce que les gens autour de toi ont besoin de placer leur argent? Et est-ce que tu es un asset intéressant? Et le dernier niveau, c'est dans ton industrie, quelles sont les alternatives? Et donc, c'est ce qui détermine, les industries déterminent tes multiples. Ça, c'est la dernière chose. Quand tu fais, moi par exemple, je fais à la fois du e-commerce, de la fintech et de la logistique. Donc quand on investit chez moi, les gens me posent la question, ok, à quel comparable de compare? Quelle est la boîte demain que tu peux devenir? Et on va regarder cette boîte aujourd'hui, sa capitalisation vaut combien de fois son chiffre d'affaires? Et c'est ça qui va faire ma valo à moi. Intéressant. Je voulais qu'on sorte avec un aspect un peu plus personnel. Yes, dis-moi. Ça fait combien d'années que tu es dedans? Alors, officiellement depuis 2016, donc ça fait 9 ans. Une dizaine d'années. Okay. Mais en vérité, depuis 2014, j'ai fait 2 ans à mi-temps. Une dizaine d'années, ouais. Ok. Pourquoi je te pose la question? Parce que ça fait 10 ans que tu cravaches, que tu travailles très durement dans un environnement où il y a beaucoup de pression. Ouais. Parce que ça, c'est l'une des grosses différences, c'est que quand tu es dans l'univers des startups, les investisseurs sont très regardants et ils te demandent de faire des reportings rapides et tout le temps. Donc, tu es vraiment sous pression constamment. Tout le temps. Et une fois, on discutait et tu avais dit une phrase qui m'avait marqué, c'est que tu peux faire tout ça et à la fin, tu ressors de la bredouille. Zéro. La plupart des startupeurs sortent de là à zéro. Même ceux que tu vois vendre leur boîte, que tu vois aller en bourse, c'est zéro. Walou. Parce que, il y a un autre point qu'il faut que je précise. Oui, c'est vrai.
Dans le monde des startups, les gens se préoccupent beaucoup du pourcentage. Enfin, dans le monde des boîtes, excuse-moi, des entreprises, tout le monde dit je vais garder tant de pourcents de ma boîte. Dans le monde des startups, c'est pas ça le sujet. Les gars, je donne un exemple, les fondateurs de Lyft, le concurrent de Uber, quand la boîte à l'embauche, ils avaient moins de 1% de la boîte. Tout le monde s'en fout. C'est pas ça le sujet. Si tu fais bien ton boulot, la boîte est tellement grosse que même 1% d'un milliard, c'est très bien. Donc c'est pas ça le problème. Le problème maintenant est encore une fois la liquidité. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu prends de l'argent, comme moi, comme beaucoup de gens, tes investisseurs se couvrent d'une façon en mettant ce qu'on appelle en place une liquidation préférentielle. En disant, quelle que soit la forme de retour qu'il y a devant, là, que ce soit quelqu'un rachète, que ce soit on vend en bourse, d'abord, tu me rends mon argent que j'ai mis. Avant que tu te serves. Avant qu'on regarde mes premiers voir parce que ça évite le scénario classique du fondateur qui se barre avec l'argent de... Avec rien. Donc eux, ils récupèrent ça. Et ça, c'est une liquidation préférentielle 1x. Ça, c'est celle que moi j'ai. Mais il y en a plein d'entrepreneurs, moi j'en connais, qui ont levé avec des liquidations 3x. Ça veut dire qu'ils ont levé 5 millions. Même si demain la boîte se vend à 15 millions, ils ont 0. Parce que les 5 millions qui ont été mis, ils vont d'abord rembourser x3 les investisseurs. Donc ils peuvent finir avec 0 pointé. Est-ce que c'est une crainte que tu as? Non, pas dans mon cas. Alors très honnêtement, la réalité c'est que, bon, comme tu vois, j'ai quand même bien étudié le sujet, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par là avant, et il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première chose quand tu fais ça, c'est déjà, il faut que tu comprennes clairement quel est toi ton objectif. Moi, j'ai choisi de faire une start-up et pas une PME à la fin de la journée pour l'accélération que ça donnait à ma carrière. Je ne pense pas qu'en 10 ans, bon, j'étais bien parti, hein, mais en 10 ans, j'aurais peut-être été senior dirigeant de certains grands groupes, mais je n'aurais pas été avec le niveau d'expérience que j'ai aujourd'hui. Et surtout, l'autre aspect qui est important, c'est que même d'un point de vue financier, moi, entre-temps aussi, il faut reconnaître un truc que j'ai eu la chance de faire parce que je comprenais, moi, j'ai fait des cash-out. Donc, à des sorties des chacune levées, j'ai vendu des parts aussi. Donc, j'ai déjà retourné l'argent que j'ai mis en partie, sans compter les salaires qu'on a. Parce que la réalité, c'est que les salaires que nous, on a réussi à avoir sont bien plus élevés que ce que j'aurais pu avoir dans n'importe quel autre métier. Donc, si tu prends ces 2 paramètres en question et surtout... Donc, en fait, tu as du kiff dans le chemin. Parce que ce que je disais aussi, c'est que les start-upers ne vont pas avoir de dividendes. Non. Ça n'existe pas. Ouais. Par contre, ils peuvent avoir des facilités de vie assez intéressantes parce qu'ils vont avoir une rémunération des dirigeants beaucoup plus intéressante que ce qu'ils auraient dans le truc. Et puis des avantages. Parfois, leur logement est payé. Exactement. Ils peuvent avoir. Ils ont pas d'avantages. Et surtout, il faut se rendre compte que c'est quand même impressionnant de se dire que moi, à mon échelle, j'ai déjà réussi à faire des choses que pas d'entrepreneurs n'ont pas réussi à faire. Ma boîte, aujourd'hui, fait plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que j'ai déjà fait plus de revenus que... Je suis dans le top 10% d'entrepreneurs, même aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que 90% des boîtes font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. 10% seulement font entre 1 et 10. Et si tu fais plus de 10 millions, c'est 0,4%. Donc moi, mon combat, c'est dans les 0,4%. Mais je suis déjà dans le top peut-être 5%, top 10%. Donc, en termes d'expertise et de gestion et de compétences, comme tu vois, j'ai géré plus de 50 personnes. Ce que j'ai pu créer et ce que j'ai pu apprendre, il n'y a nulle part où j'aurais pu faire ça aussi vite. Et pourtant, j'étais dans des cabinets d'audit, j'ai été dans des grands groupes, j'aurais pas pu aller aussi vite. Et ça veut dire que demain, même si je ne veux plus entreprendre, parce que je ne suis pas de ceux qui sont un entrepreneur forcené, je suis très pragmatique. Moi, je regarde quel est le meilleur compromis entre ma carrière et mon bonheur. Parce que je mets mon bonheur avant ma carrière. Ma carrière, c'est le truc qui m'amuse. C'est juste parce que j'aime bien faire des trucs intéressants. Mais le plus important, c'est être épanoui. Parce qu'à la fin de la journée, tu n'amènes pas ton argent dans la tombe. Donc, c'est le point. Les gens ont tendance à oublier ça. Mais franchement, j'ai adoré ces 10 ans, malgré toute la souffrance que c'est, parce que ça m'a transformé. Et ça te fait de toi quelqu'un de complètement différent. La vision que j'ai aujourd'hui des marchés financiers, de l'investissement, je n'aurais jamais pu avoir ça ailleurs. Même si j'ai des amis qui ont des belles carrières, c'est moi qui dois leur expliquer des choses que leurs boss font. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur boss fait ça. Pourquoi notre boss licencie des gens alors qu'on est profitable. Parce qu'à un moment, il doit rendre compte. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont jamais fait dans l'étape. Donc, j'étais dans des pièces avec des discussions. Tu vois, la semaine dernière, j'étais avec le CEO de DHL Afrique. Les discussions que j'ai eues avec lui, enfin, c'est quelqu'un qui gère une boîte qui fait des milliards. Donc, tu vois, les discussions que j'ai m'enrichissent à un niveau incroyable. Et les décisions que je prends aussi ont des impacts incroyables. Tu te verrais demain, tu ne te fermes aucune porte. Oui. Après l'aventure en cas, parce qu'elle aura une fin, tu ne te verrais soit repartir relancer une start-up ou aller en entreprise. Personnellement, comme beaucoup de start-upers, j'ai tendance à dire je ne ferai plus de start-up. C'est ce que tous les start-upers disent parce que en fait, quand tu connais les règles du jeu,
c'est difficile de justifier ça avec un certain âge et une certaine vie de famille. Parce que c'est tellement compressé dans le temps que c'est plus ton horizon de temps. Quand tu es jeune, tu peux te dire, dans 5 ans, je vais faire ton argent, donc je peux tout sacrifier pour. Maintenant que j'ai une famille, c'est plus le même point. Tu sais, je ne suis pas en mode, je veux dans 5 ans faire quelque chose. Je réfléchis sur 10, 20, 30 ans. Moi, je réfléchis à comment je vais payer ses frais à l'université. Je ne réfléchis pas à comment je vais juste, dans 5 ans, vivre une vie incroyable. C'est plus le même sujet. Donc, je n'exclus pas de faire une start-up parce que, comme tu dis, je connais trop bien les règles du jeu pour ne pas l'utiliser maintenant. Et j'ai un réseau, parce que la réalité aussi, c'est que le réseau que j'ai est extrêmement valable. Donc, peut-être que j'aiderai des start-up, peut-être que j'en ferai d'autres, je ne sais pas. Mais ce que je sais qui est sûr, c'est que malheureusement, dans notre écosystème, ça existe trop peu. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne parlerai plus de start-up. Parce qu'il n'y a personne à part moi et peut-être, comme je disais, Hassan, Régis, Nelly de Ejara, qui est la deuxième plus grosse levée d'Afrique francophone. On se compte sur les doigts d'une main. Ceux qui ont levé avec les gens avec qui on a levé et qui ont géré les montants qu'on a gérés et qu'on a générés. Parce que nous, on a généré des retours aussi pour les investisseurs. Donc, on sait ce que ça veut dire. Mais on est trop peu. Donc, je ne peux pas me permettre de dire, moi, je ne ferai plus de start-up, je ne veux plus l'entendre parler. Il y a un côté militant aussi, au final, c'est ça aussi que je fais ces échanges-là avec toi. C'est que mon but, c'est que d'autres personnes ne fassent pas. Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Si j'avais su dès le début certains trucs, j'aurais peut-être même pas fait la même boîte. J'aurais fait d'autres choses. Ouais. Et c'est ces décisions-là que j'essaye d'éviter aux gens de louper. Parce que tu n'as pas le contexte, tu n'as pas l'info. C'est normal, tu n'es pas dans les pièces où on te le dit. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses que ton boulot a eu un impact sur ta vie personnelle? Oh oui, bien sûr. Enfin, comme je t'ai dit, depuis que j'ai commencé à Frécréa, c'est pas compliqué, j'ai pris 40 kilos. Simple. Si tu veux factuellement, et 40 kilos, qu'on soit clair. 40 kilos? Oui, pour être clair. Donc c'est pas compliqué, c'est quasiment 50% de mon poids en plus. Donc, essayez de vous imaginer ce que ça veut dire mentalement. Il faut que les gens réalisent, il y a un coût à tout ça. Les gens que je connais entrepreneurs, ils n'ont peut-être pas pris 40 kilos, mais il y en a qui ont des problèmes pour dormir la nuit maintenant parce qu'ils ont du stress tellement intense. Il y en a qui somatisent et finissent en dépression. En fait, ce n'est jamais gratuit. Ne regardez jamais la vie d'un entrepreneur en vous disant « Ah, c'est terrible ce qu'il a fait, vous ne le savez pas. » Pourquoi tu as pris 40 kilos? Parce que tu étais complètement désorganisé, c'est ça? Moi, non, c'est pas désorganisé, c'est juste que le niveau d'exécution que je devais atteindre, la réalité, c'est que, comme je t'ai dit, moi, ça fait 10 ans que chaque année, je dois devenir un entrepreneur différent. Et le niveau, parce que c'est-à-dire que je dois gérer la boîte et en même temps apprendre les choses qu'il y a devant. Lever des fonds comme je l'ai fait, je ne savais pas comment faire, je n'ai jamais levé des fonds de ma vie, je n'ai pas été une formation de leveur de fonds. Comment tu crois qu'on fait ça? Tu travailles et tu fournis des efforts. Et je n'avais pas particulièrement l'énergie pour. Et moi, mon énergie, je l'ai trouvée dans la bouffe. Il y en a qui vont le trouver dans les femmes, dans la drogue, mais ça doit venir de quelque part. Le niveau d'énergie qu'on brûle, et je pense que entrepreneur, c'est une chose, mais entrepreneur, tu as normalement un temps plus grand devant toi. Nous, la différence, c'est qu'on n'avait pas ce temps-là. Je crois que j'ai fait qu'une année ou deux dans ma vie d'entrepreneur où la boîte n'allait pas mourir dans 6 mois si jamais je ne levais pas des fonds. Donc tu regardes la mort en face tous les jours. C'est pas la même chose, c'est comparable à partir à la guerre. Tous les jours, en train de dire c'est mort. Et en plus, à l'époque, maintenant ça va mieux, mais à l'époque, je n'arrivais pas à réaliser que la boîte est un véhicule et que moi, c'est différent. Parce qu'à l'époque, toute ma valeur était associée à la valeur de la boîte. Si la boîte échoue, j'échoue. Maintenant, je suis capable de dire non, enfin, ce que j'ai créé est quand même rare et ça prouve que qui je suis a quand même de la valeur, indépendamment du véhicule que ça crée. Parce qu'un véhicule, il y a plein d'autres paramètres dedans qui n'est pas moi. Mais ça, c'est incomparable. Enfin, Et dans ta vie de couple, est-ce que tu penses que ça a eu un impact? Oui, clairement. J'ai pas eu de vie de couple avant, moi. C'est pas compliqué. J'avais pas de vie de couple. Je sais pas de quoi on parle, mais. C'est quoi le couple? Non, mais non, mais enfin, avant, quand j'ai fait mon premier mariage, là, en fait, c'est pas compliqué. Avant ma deuxième levée de fonds, je n'ai jamais été en couple avec une femme pendant plus de 3 mois. Je pouvais pas. Pire, j'étais en couple avec quelqu'un avant de commencer à Frécréa, j'ai rompu parce que je me rendais compte que je ne peux pas faire les deux. Ah oui? Je peux pas. Moi, en tout cas, je peux pas. Chacun est différent, hein. Mais moi, Moulay Tabouré, le rôle que je donne à un copain, un mari, les responsabilités que ça représente, je savais clairement que j'étais incapable de les accomplir. Parce que mes responsabilités en face, en tant qu'entrepreneur, j'avais déjà du mal. Donc, ce n'est même pas un truc qui était une option. Et tu as choisi sans réfléchir? Non, j'ai réfléchi. Non, à la copine. Tu as dit non, il n'y a même pas réfléchi. Non, j'ai réfléchi beaucoup. Tu me laisses faire mon truc. Non, j'ai réfléchi beaucoup. N'oublie pas que j'ai fait un testament à 25 ans, donc c'était juste avant de commencer à Frécréa, si tu te souviens. D'ailleurs, dans mon testament, il n'y a pas à Frécréa. Mais dans mon testament, c'était clair. Je m'étais dit, je ne prioriserai pas le couple avant 30 ans. J'ai dit, les 5 prochaines années, qu'est-ce que je peux faire
pour augmenter au maximum ma valeur dans le monde du business. À l'époque, j'avais déjà créé ma boîte au Mali d'ailleurs, où je fais du conseil en audit, qui était ma spécialité initiale, audit informatique. Donc je voyais ça comme étant ma première voie. Mais quand j'ai découvert Africa, je me suis rendu compte que, ah non, ça peut m'apporter plus en termes de vitesse et de résultats. Donc quand j'ai passé 30 ans, je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait temps. Je n'ai pas pu le faire tout de suite, mais c'est à 32 ans seulement que j'ai pu... Parce que là, à 32 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu avoir une équipe. Quand j'ai pu avoir une équipe de plus de 10 personnes avec des gens qui géraient, qui n'étaient pas tout fait par moi, là, je peux avoir une vie sociale. Mais tous ceux qui me connaissent te diront, les 5 premières années d'Africa, moi, j'ai même été exilé à Lille. J'ai déménagé à Lille parce que je ne connaissais personne là-bas. Exprès. Donc les 2 premières années, mon associé Kader et moi, on avait juste 2 chambres, un salon, le salon était le bureau, terminé. Pendant 2 ans. Tu vois, mais lui, il avait une copine. Bon, ça s'est pas très bien passé après, mais bon, dans tout ça, il a dû laisser sa copine, il n'était pas dans la même ville qu'elle. Donc chacun a des trucs différents. Mais moi, c'était clair que c'était mon choix. Parce que je savais ce que j'étais capable d'accomplir ou pas. Donc c'est des phases dans la vie. Et c'est un truc, je pense, qui est important de comprendre. C'est une saison en chaque vie. Il faut choisir ta saison. Donc moi, je dis toujours aux gens, ceux qui veulent venir dedans, ne venez juste pas pour les mauvaises raisons. Ne venez pas pour la fame, ne venez pas pour l'argent. Parce que, par contre, statistiquement, moi, je suis une exception. Tous ceux qui étaient avec moi dans les incubateurs, j'en ai fait 5, tous ceux qui étaient avec moi dans les startups sont morts avec 0. À part Dorian et moi, je ne connais personne qui ait réussi donc à monétiser, élever et exécuter à notre niveau. Donc 2 personnes sur peut-être 100 entrepreneurs que j'ai croisés. Donc, je ne veux pas dire aux gens, faites ce que je fais, parce que statistiquement, c'est peu probable qu'ils soient comme moi. Donc je recommande aux gens souvent de se dire, c'est peut-être pas mauvais de faire une PME d'abord. Non, mais c'est pas mauvais. Enfin, c'est juste c'est un autre sport. De toi. Voilà, ça t'apprend quand même des choses. Ouais. Tu apprends des choses. Et des fois, encore pire, ça, je dis souvent aux gens, tu es peut-être un salarié, tu es un excellent salarié. Il y a des dirigeants qui gagnent mieux que moi. Ouais. Mais c'est un autre tempérament, c'est un autre talent, c'est d'autres choses. Peut-être que moi, je ne m'interdis pas demain de vouloir diriger dans un grand groupe parce que c'est quelque chose qui m'intrigue aussi. J'ai commencé là-bas, je suis sorti, j'ai appris ailleurs. Est-ce que c'est applicable ailleurs ou pas? Je ne sais pas. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est il ne faut pas prendre les exceptions pour la règle. Ça veut dire que là, tu penses déjà à ta vie après en cas. Mais je suis obligé parce que si tu écoutes ce que j'ai dit, si je suis objectif, j'ai dit 5 ans. Moi-même, je suis arrivé au terme de mon cours, il faut que je délivre là maintenant. Non, mais ce serait, je pense, insolent et gonflé. Si vous voyez des gens vous raconter des trucs qui les concernent, eux-mêmes ne se posent pas la question, c'est des grands menteurs. Mais tu te poses la question. Il faut que toi aussi. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi l'année dernière à redevenir quasi profitable. Donc, je suis très fier de ça. Mais il y a d'autres challenges devant qui forcément m'amènent à décider quel est le meilleur chemin pour la boîte et pour moi. Encore une fois, l'actionnaire Moulay n'est pas le salarié Moulay. Effectivement. Tu vois? Donc ouais, non, je ne sais pas si ça répond à tes questions sur les startups parce que la partie de Spotify, c'est clair, mais c'est vrai que moi, j'aurais... Tu penses citer quelques autres qui ne sont pas rentables ou qui le sont devenus récemment? Personne n'était rentable, frère. Je ne sais pas de qui tu parles. Netflix est devenu, Spotify est devenu... En fait c'est ça, c'est qu'il faut dire, la rentabilité d'une startup, c'est l'exception. C'est l'exception. Et quand tu l'es, en général, c'est à des niveaux où tu veux te donner des options. Ouais. C'est quand tu commences à avoir le choix, mais pas quand tu dois te prouver. C'est pas quand tu es en train d'essayer de faire ton T2, ton T2D3. Tu es déjà suffisamment gros. Voilà. Là, tu peux commencer à dire, bon, pour pouvoir... parce que du coup, tu attires d'autres types d'investisseurs qui, eux, ont peut-être besoin de plus de sécurité. Mais ton véhicule attire d'autres personnes. Mais les gens font l'erreur de vouloir copier ce qu'ils voient. Par contre, ce que je dirais aussi aux gens, parce qu'en Afrique, il faut être clair, c'est quand même plus difficile de lever parce que nos marchés sont plus petits, nos marchés sont plus difficiles, plus fragmentés, plus difficiles. Je recommande aux entrepreneurs, même s'ils font de la croissance, de ne jamais brûler trop. La meilleure conseil que je peux donner, c'est la Magic Rule, qui est très connue dans les startups aux États-Unis, encore un dernier conseil. Vous devez normalement vous assurer que la Magic Rule, c'est la Magic Rule of 40, on appelle ça. Donc la règle de 40. Ça veut dire que tu prends ton taux de profit sur ton chiffre d'affaires et tu y ajoutes ton niveau de croissance. Et ça doit faire 40 minimum. Donc si tu fais 100% de croissance, tu peux brûler 60% de ton chiffre d'affaires. Si tu fais que 30% de croissance, mon ami, il faut que tu fasses au moins 10% de profit. Donc ça, c'est le conseil que je peux donner en action applicable, c'est ça. C'est les gens qui se disent, OK, comment je juge? Parce qu'en fait, le problème, c'est quand tu es dedans, tu ne sais pas comment tu juges. La règle est simple. Chaque année, tu prends ton taux de profitabilité, tu y ajoutes ton niveau de croissance sur le revenu, et ça doit faire 40 ou plus. Si tu es en dessous, tu es dans la merde. Très simple. Clair. Voilà. Précis, concis. J'espère que ça aidera les gens. Oui, j'espère aussi. Vous nous direz, bien évidemment, si vous avez en parler appris, plus.
On refera certainement d'autres épisodes, d'autres conversations, parce qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'aurais aimé, je souhaiterais discuter avec toi. Donc là, c'était sur l'actualité des. Oui, ils n'ont qu'à nous dire en commentaire ce qu'ils veulent. Les gens oui, s'exprimer. Exprimez-vous. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Et est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez été choqué par certaines choses? On a hâte de vous lire et on se reverra certainement. Ouais. Il faut qu'on parle marché financier, Philippe, parce que là, tu m'as donné envie de parler. Normalement, oui, c'est vrai. En tant que militant maintenant que j'assume, j'aurais dû te dire, mais pourquoi on parle de Spotify? Pourquoi on ne parle pas des boîtes de la BRVM qui font des belles performances aussi? Oui. C'est juste les PME de la BRVM. Ou les gros groupes. Les grands groupes. En fait, c'est juste les entreprises hors start-up. C'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Les entreprises hors start-up. Et je pense qu'on a des belles histoires. Même les start-up ici, Wave fait des choses impressionnantes. On a des belles histoires, Jamo. Il y a des belles boîtes. Mais malheureusement, je pense qu'à part toi, personne ne fait l'effort d'avoir un narratif purement africain. Donc, c'est bien que je donne les outils aux gens pour comprendre comment ça marche dans le monde international. Mais à un moment, il y a des gens chez nous qui arrivent à faire des choses aussi. Donc, j'espère qu'on pourra en parler. Et je ne suis peut-être pas la meilleure personne, je sais qu'il y a plein d'experts BRVM qui parleraient mieux que moi là-dessus et t'en connais comme je peux t'en recommander. Mais c'est vrai que c'est un truc qui, moi, à chaque fois, comme maintenant je me rends compte, mon nouveau sujet cette année, et on en a parlé sur Conversation Africa, on fait beaucoup de contenu en ce moment là-dessus, on va lancer un programme dessus parce que je pense qu'il faut qu'on maîtrise mieux les marchés financiers africains parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on connaît mieux les entreprises africaines. Oui, parce qu'en fait, tu as raison, parce que les gens ne s'intéressent pas du tout au monde de la finance. Non, mais parce que pour eux, c'est loin. Et je comprends. Pour moi, je m'en foutais aussi royalement. C'est quand j'ai commencé à être dans le truc, j'ai réalisé, mais en fait, cash rules everything around me, comme disent pour ceux qui ont la référence du rap, mettez qui c'était cash rules around everything around me. Mais c'est un très bon point parce que tu te rends compte que si tu ne comprends pas ce qui se passe en haut, d'un point de vue macro, tes petites décisions à ton niveau, là, tu es complètement à l'ouest. Donc c'est intéressant, je pense qu'un jour, on discute de ça. Ça va. Bon, on arrive au terme de la conversation avec merci. C'était un plaisir. Merci, plaisir partagé. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. On se retrouve certainement pour un autre épisode. Commentaires, likez. À très bientôt. À très vite. Ciao.